Je vais donc tout de suite céder la parole à Michel Fic. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, je vais effectivement passer quelques minutes sur les enjeux autour de l'eau. Je pense que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Donc, peut-être, bon, Lorraine, vous connaissez bien. Lorraine NP également, INSAIA, donc c'est l'école d'affectation, mon école d'affectation, hein, l'école que j'ai dirigée pendant 10 ans. Et peut-être un petit mot d'Hydreos. Alors, Hydreos, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. C'est une association qui regroupe 180 adhérents qui sont essentiellement des entreprises. Euh, donc, entreprises de toute taille. Ça va de Veolia, vous savez, Veolia ou Suez sont des mastodontes du domaine de l'eau, jusqu'à des startups qui sont issues de l'université. Et les actions d'Ideros ont pour objectif de fédérer, impulser l'innovation sur le territoire, faire la connexion avec les laboratoires de recherche du Grand Est, et puis aider à la création et au développement de start-up, et si possible, mettre en place un certain nombre de démonstrateurs autour de l'eau en collaboration directe avec les collectivités. Voilà, c'est un peu notre boulot. L'avenir, je vais parler de l'avenir d'Ederos. On est en train de travailler sur une fusion avec le cluster équivalent qui se trouve au centre de Loire, qui s'appelle DREAM. Et on arrivera en 2024 à une association qui va regrouper 300 adhérents. Aussi, bien évidemment, là aussi, essentiellement des industriels du secteur de l'eau, avec une vocation dans les années à venir d'essaimer sur l'ensemble du nord de la France. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'eau, je pense que vous êtes rendu compte de ça. Alors mon propos va être, disons, quelques points. D'abord, une revue de presse rapide sur le sujet de l'eau. Vous allez voir, il n'y a pas uniquement les problématiques de l'inondation en ce moment dans le nord de la France. Quelques constats environnementaux, bon, ça va recouper un peu ce qui a été dit ce matin, donc je ne peux qu'aller vite là-dessus. Peut-être pour se remettre en tête comment ça fonctionne en fait les cycles de l'eau. On parle du grand cycle de l'eau, du petit cycle de l'eau. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ces contraintes. Et puis on se focalisera essentiellement sur les enjeux, les 4 principaux enjeux autour de l'eau, pour finir par une conclusion. Alors, la revue de presse, alors vous voyez, on est focalisé sur ce qui nous touche au quotidien, notamment dans notre pays. Hein, donc, on a vu les inondations dans les Hauts-de-France ces derniers jours. On a, en fait, la problématique de l'eau, elle va s'exprimer par des excès. L'année 2022 est une année de sécheresse. L'année 2023, vous voyez, sur la fin d'année, on est plutôt sur une fin d'année avec des excès. Donc on va être de plus en plus confronté à ces problématiques de trop peu, de trop d'eau. Et donc là, par exemple, vous voyez, au-delà de nos frontières, oui, ce sont des articles qui datent de 2022-2023. Donc on est quand même plutôt sur des choses assez d'actualité. Le lac Titicaca, vous connaissez sans doute, mais il est pratiquement sec. C'est un vrai problème pour la région. De la même façon, la Tunisie prolonge ses restrictions de l'eau face à une sécheresse historique. C'était en mois de septembre. Une diapo que j'ai c'est 2022. C'est ce qu'on appelle les pierres de la faim. C'était sur l'Elbe au moment de la sécheresse de 2022. Et ce qui est indiqué ici, c'est que sur ces pierres étaient gravées quelques phrases comme si vous nous voyez pleurer. Vous savez que quand il y avait une sécheresse et qu'on voyait apparaître ces pierres, c'est qu'il y aurait vraiment des pénuries d'eau qui allaient suivre et donc des problématiques de culture, d'agriculture et de famine. Bon, là, ce qui se passe aujourd'hui sur le Pas-de-Calais, c'est assez dramatique, ça n'arrête pas. Oui. On a encore sans doute des crues qui vont revenir encore dans les jours à venir. Euh, un autre problème, c'est que quand il n'y a plus d'eau, la période de sécheresse, ça touche directement l'agriculture. Là, notamment, vous voyez, sur 2023, le 29 septembre 2023, le prix de l'huile d'olive a flambé à cause de la sécheresse. Les oliviers ont du mal à pousser correctement, donc moins d'olives, moins d'huile, une huile beaucoup plus chère. J'ai pu le constater en montant sur Nyons, le litre d'huile a été augmenté d'un facteur pratiquement 1,3 entre 2022 et 2023. C'est important. L'année dernière, le lac de Serponçon, vous voyez qu'il y a eu 13 mètres d'écart entre le niveau normal et le niveau du lac, donc lié à une mauvaise gestion des barrages, mais également un pompage parfois assez indécent par l'agriculture. Et puis pour finir, chez nous, là, dans les Vosges,
l'année dernière, on a dû pomper l'eau du lac pour alimenter en eau potable, le lac de Gérardmer, ou encore, là aussi, l'impact de l'eau n'est pas uniquement sur l'alimentation, sur la disponibilité directe en eau pour le citoyen. Elle touche également d'autres secteurs d'activité sur la mobilité. Pour éviter de prendre trop de camions, ce serait bien de pouvoir utiliser davantage les camions, mais quand il y a plus d'eau dans les camions, on ne peut pas les faire fonctionner. Et de la même façon, les centrales nucléaires, aujourd'hui, fonctionnent avec de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de centrales nucléaires. Donc, vous voyez, il y a plein d'impacts en fait sur la disponibilité de l'eau, enfin, qui euh, lie la disponibilité de l'eau au fonctionnement global de notre société. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Euh, alors, sur comment dire, les constats environnementaux, alors on a c'est un bouquin que moi j'avais beaucoup aimé, il s'appelle 2033 Atlas des futurs du monde, et qui est sorti il y a 5 ans, 4-5 ans, et qui montrait un peu l'utilisation de nos ressources de la planète. Et alors, tout ça c'est des calculs qui sont faits, donc on ne peut pas non plus se fier aux chiffres près, de ce qui est indiqué ici. Hein. On est vraiment dans les ordres de grandeur, mais on se rend compte que jusqu'aux années 80, la planète arrivait à fournir les ressources qu'on utilisait. Et puis depuis les années 80, on n'utilise plus de ressources qu'un en produit. Donc il y a un stock sur la planète, mais on voit que si on continue à prélever davantage que ce qu'elle peut produire, on aura à un moment ou à un autre des difficultés. Ça, c'est quand même un point important qu'il faut souligner. Puis, lié à ça, revenons à l'eau, il y a ce qu'on appelle l'utilisation invisible de l'eau. C'est-à-dire, lorsque vous allez acheter un t-shirt, par exemple, un smartphone, par exemple, ou vous allez consommer un avocat, derrière, il y a eu une consommation très importante d'eau. L'eau est une ressource qui est renouvelable, on est bien d'accord, mais en puiser trop par rapport à une consommation, ça posera à un moment ou à un autre des difficultés. Vous voyez ici, alors là aussi, ce sont des estimations, hein, on est d'accord, mais quand même sur des ordres de grandeur qu'on peut respecter. Et on voit que, alors, ça peut être dans le. Ça, non, c'est celui-là. Non. Oui, laser. Le laser, c'est celui-là. Bon. Ouais. Ah oui. Il marche. Je vois pas. Ah oui, ok, ça y est. Donc on voit par exemple pour un t-shirt, c'est des quantités d'eau astronomiques. Et nous, ce qu'on développe au sein d'Hydros, ce qu'on essaie de faire d'admettre en fait par les collectivités, et notamment le Grand Est, et également au niveau national, c'est qu'au-delà de l'empreinte carbone, qu'on connaît tous, qu'on essaye également de faire passer la notion d'empreinte eau. Combien de litres d'eau on va utiliser pour tel et tel produit qu'on va consommer. Hein, pour faire bien le parallèle entre le CO2 qu'on émet et puis l'eau qu'on va consommer. Alors, pollution généralisée, bon, c'est le titre est peut-être un peu ronflant, mais quand même, si je me focalise sur le plastique, et c'est quand même très, très lié à l'eau, hein, il y en a beaucoup d'autres, on y reviendra tout à l'heure, mais on voit bien que on est à peu près, vous voyez, autour de 20 millions de tonnes de plastique qui arrivent chaque année dans les eaux de la planète. Parce qu'on est, et j'ai entendu hier un reportage qui montrait qu'on continue encore à produire de plus en plus de plastique. On n'a pas du tout freiné la production de plastique, on continue à produire de plus en plus de plastique, alors qu'il y a des usages qu'on pourrait sans doute détourner le plastique pour utiliser d'autres façons d'emballer, de conditionner. Mais on a de plus en plus de plastique, et ces plastiques se retrouvent très majoritairement dans des eaux. Le pourcentage de recyclage du plastique est infime, hein, par rapport à ce qui est balancé sur l'ensemble de la planète. Et on a, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, des billes plastiques qui avaient été sans doute, qui étaient issus sans doute d'un bateau, hein, qui avait largué des conteneurs de billes de plastique, qui avaient plein les plages. Donc ça, c'est dramatique pour l'aspect, mais surtout pour la faune qui va récupérer ce plastique, le consommer et sans doute en mourir pour certains. Et puis, la première fois qu'on a pu détecter des microplastiques dans le sang, et ça c'est pas très vieux, ça date de 2022. Donc là, on consomme des microplastiques qui se retrouvent dans notre organisme, circulent. Alors, on n'a pas encore réussi à mesurer l'impact réel de ces microplastiques sur la santé, mais forcément, c'est pas très naturel, donc il va sans doute se passer quelque chose. Alors, hop, non, non. Voilà. Alors, changement climatique, on en a parlé, mais enfin, on l'a évoqué, mais alors, là aussi, c'est un diagramme qui n'est pas forcément complètement exact, mais il est intéressant parce que quand en ingénierie,
on parle beaucoup de flux, de stock et d'analyse systémique. Hein. C'est un système et ce qui rentre, ce qui sort. C'est comme ça qu'on se définit souvent. Et ce qui est quand même intéressant sur la planète, ce schéma-là, encore une fois, il peut être sujet à caution, mais globalement, il montre bien, vous voyez, en blanc, c'est les stocks de carbone. C'est des milliards, des gigatonnes hein, de carbone. Alors, on a un peu partout dans le sol, dans l'océan profond, sur la surface de l'océan, on en a, vous voyez, à peu près 800 gigatonnes au niveau de l'atmosphère. Et puis, il y a les flux. Les flux, bah, c'est ce qui passe d'un endroit à un autre. Les plantes qui absorbent à peu près 120 gigatonnes par an de CO2, de carbone, sous forme de CO2 pour la photosynthèse, mais qui en même temps respirent. La nuit, les plantes font plus de photosynthèse, donc elles respirent. Donc elles rejettent à peu près 60 gigatonnes de carbone. Il y a de l'absorption à droite à gauche. Et puis il y a en rouge, parce ce qui n'est pas grand-chose définitivement. Mais ça suffit à déséquilibrer tout le système. Les 9 gigatonnes de carbone que rejette l'activité anthropique, notre vie au quotidien, c'est pas grand-chose par rapport au stock, par rapport aux autres flux, mais c'est ce qui déséquilibre le système. Est-ce qui permet d'avoir, premièrement, un peu plus de carbone absorbé par les eaux, ce qui fait baisser le pH des eaux avec des risques très forts sur la flore et la faune, et puis surtout une augmentation net du carbone de l'atmosphère qui va jouer comme un effet cocotte minute. C'est ça le changement climatique. C'est juste notre action, notre consommation, notre émission quotidienne de CO2 qui n'est pas important par rapport au reste, à la, aux flux globaux sur la Terre. Ça suffit à dérégler le système et donc d'avoir cet effet cocotte minute. Alors ça, c'était des choses qui étaient très remises en cause par les climato-sceptiques. Mais quand même, il y a des mesures. Alors, vous voyez, le CO2, on le mesure. Alors, on ne va pas le mesurer du côté de la vallée de la Fench, près d'une sidérurgie X ou Y. On fait ça du côté, vous voyez, dans une île sur Hawaï. Et depuis les années 60, 60 depuis les années 60 jusqu'à les années 2020, on voit que le taux de CO2 il monte progressivement. Alors, ça permet de montrer, de prouver que le taux de CO2 monte, sans doute lié euh, à notre activité. Et donc, ce taux de CO2 montant, c'est l'effet cocotte minute est présent. Et donc, on a affaire à notre changement climatique, notre augmentation globale de la température, qui ne va pas s'estomper tout de suite parce que l'effet d'inertie est tellement important que de toute façon, quoi qu'on fasse, on aura droit à nos 2 degrés d'ici quelques années. Alors je vais assez revenir à l'eau, hein, vous inquiétez pas, hein, mais là, vous voyez, c'est quand même l'évolution de la température à essai. On n'est pas, c'est à essai les Nancy. Et vous prenez la moyenne entre 1960 et 1990, vous avez la moyenne. Donc c'est pour ça qu'on a entre 60 et 90 des températures qui sont parfois un peu plus élevées que la moyenne, parfois un peu moins élevées que la moyenne, c'est normal. Puis à partir de 1990, on voit qu'on s'échappe et on a à peu près ici déjà constaté à peu près 0,3 degrés d'augmentation par décennie. C'est du très très concret. Ça génère quoi? Alors là, on revient à l'eau. Eh bien, le dérèglement climatique, il s'observe également par une montée très importante du nombre d'événements climatiques. Alors, vous avez ici la totalité des événements qu'on appelle un peu extrêmes. Il y a tout. Et vous voyez que depuis les années 80, bon, il n'est pas difficile de voir où est la pente. On est sur une pente croissante et ce sont essentiellement des événements climatiques, la sécheresse, des inondations, des tempêtes, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose, un élément qui est hyper important. Et derrière, il y a le coût. On parlait de valeur, quel est le coût de tout ça? Et alors, ça, c'est une étude qui a été faite pas par des scientifiques, enfin, n'a pas été commanditée par des scientifiques, mais par des boîtes de réassurance. Parce que faut payer tout ce qui nous tombe dessus. Et vous avez ici, vous voyez, entre 1960 et 2020, on est passé de zéro pratiquement aujourd'hui à 60 milliards d'euros de coûts des événements catastrophiques sur la planète. Donc, c'est pas rien. Et les boîtes d'assurance ou de rassurance ne sont pas des mécènes. Et donc, à un moment ou à un autre, c'est nous qui paierons. De façon ou d'une autre, c'est nous qui paierons. Il faut quand même en avoir conscience. L'assurance, c'est pas un mécène, et donc les prix de l'assurance, elles vont forcément compter pour pouvoir suivre le mouvement. Voilà. Alors, par rapport à tout ça, changement climatique, réduire l'empreinte carbone, d'accord. Raréfaction des ressources fossiles, miser sur le renouvelable, dégradation de l'environnement, impulser l'absorbabilité et le recyclage. Tout ça, l'eau est directement concernée par ces éléments qui vont nous permettre,
peut-être en en tenant compte et en faisant évoluer les choses, de minimiser un peu l'impact que le changement climatique, que nos us et coutumes génèrent. Alors, on arrive à l'eau. Alors l'eau, en fait, il y en a beaucoup sur la planète. Hein. Vous voyez, on est à peu près à 1400 millions de kilomètres cubes. C'est beaucoup de demi, hein, pour ceux qui raisonnent en bière, ça fait pas mal de choses. Le problème, c'est qu'elle n'est pas très disponible. C'est-à-dire que 97% de cette, enfin, disponible. 97% de cette eau, c'est sur les océans. Donc de l'eau qui est salée, très salée, et donc pas utilisable directement, sauf à mettre un peu de techno qui coûte cher. Et puis parmi ces 3%, vous voyez qu'il n'y a que 20, en gros un quart, un petit quart, qui est de l'eau qui se trouve dans les nappes. Quoi. Donc ça fait une eau qui est très très présente sur la planète, mais qui est très peu disponible au final. Alors le grand cycle de l'eau, ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, ça vous le connaissez tous, c'est très simple. L'eau s'évapore de la mer, des lacs, va dans une forme de nuages, et puis les précipitations vont se récupérer par les glaciers quand il reste, la pluie qui ruisselle. Et tout ça, ça fait ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. C'est assez simple à comprendre. Alors, le petit cycle de l'eau, pardon, sur le grand cycle de l'eau, quelques éléments chiffrés. En fait, cette eau qui circule, en fait, 60% de cette eau s'évapore. Donc, on ne peut pas la récupérer, elle s'évapore. 23% s'infiltre dans le sol et 16% alimente nos cours d'eau. Et ce qu'il faut noter, c'est important dans le cadre du changement climatique, c'est que 1 degré de plus sur la planète, c'est 7% d'eau évaporée en plus. À peu près. Hein. Bien sûr, c'est encore une fois des ordres de grandeur. Ce qui veut dire que plus il fera chaud, et moins l'eau qui est disponible sera vraiment disponible. Ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. Le petit cycle d'eau, alors c'est assez simple à comprendre aussi, on prélève en fait dans ces cours d'eau, et donc on va alimenter des stations d'épuration, de potabilisation de l'eau. On va avoir beaucoup de canalisations sur le Grand Nancy. Vous avez une idée du nombre de kilomètres de canalisation sur le Grand Nancy? 4500. Alors, pas uniquement d'eau potable, après, aussi tout ce qui est rejet. C'est 4500 kilomètres de canalisation. Et on a, en France, entre 20 et 40-50% de fuite dans ces canalisations qui amènent l'eau potable. On vous dit, mais il faut les changer. Oui, mais quand vous avez des kilomètres et des kilomètres de canalisation, vous ne pouvez pas vous permettre de le changer parce que ça coûte très cher. Alors, bref. Donc, on a cette eau qui est donc rendue potable, qui est utilisée, puis on va la rejeter. On peut déjà aussi poser la question pourquoi utiliser de l'eau potable pour des toilettes. Hein, il y a peut-être d'autres solutions, mais on a conçu notre société comme ça. L'urbanisme, dans les années, il y a des décennies, a toujours été conçu comme ça. On le reverra tout à l'heure sur les problématiques de ville éponge. C'est que l'eau, quand elle arrive en ville, il faut l'évacuer le plus possible, le plus rapidement possible. On ne voulait pas la stocker. Aujourd'hui, on veut la stocker, mais on ne voulait pas la stocker. Du coup, toutes les villes ont été conçues comme ça. Donc, on a, premièrement, un désintérêt pour l'eau pluviale, tombe, et puis, du coup, on n'utilise pas cette eau pluviale pour des utilisations non nobles de l'eau. Et puis, on a beaucoup d'eau usée qui sont donc traitées et rejetées en cours. Tout ça, c'est le petit cycle. Alors, les enjeux. Alors, on a beaucoup discuté avec les ministères, le ministère de la Transition écologique, mais également le ministère de l'économie et des finances, parce que c'est un pôle de l'eau, il est sur l'innovation, donc il y a forcément une notion économique dedans. Et on est parti aux 4 enjeux. La quantité de la ressource. Est-ce que l'eau est disponible? Comment on peut faire pour utiliser au mieux cette quantité? On a parlé tout à l'heure de qualité des eaux. Donc il y a les qualités des eaux de rivière, des eaux de baignade, des eaux de consommation. Il y a ce qu'on appelle, nous, la connaissance et partage, c'est-à-dire que on va voir qu'il y a 3 grands utilisateurs de l'eau. Comment on fait pour être en capacité d'avoir un partage équitable de l'eau entre ces 3 grands consommateurs d'eau? Et puis, il y a tout ce qui est aménagement et risque, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, des inondations, et puis de l'autre côté, des sécheresses. Comment on arrive à s'adapter? Alors moi, ce que je vais vous donner là comme indication ou comme information, c'est l'innovation. C'est en gros, quelles sont des solutions qu'on peut trouver par rapport à ces 4 enjeux. Alors si on commence par la partie quantitative,
Partie quantitative, bah, on se rend compte, alors vous avez des chiffres sont assez intéressants, c'est que en France, en moyenne, on prélève à peu près 28 milliards de mètres cubes d'eau par an, dont seulement 4 milliards est consommé. Quand on dit prélever, c'est de l'eau qui va alimenter les barrages, qui va alimenter également les centrales nucléaires. C'est de l'eau qui est utilisée et qui est en principe restituée dans la nature. En revanche, on consomme réellement 4 milliards de mètres cubes d'eau, puis cette consommation d'eau, vous voyez qu'elle est répartie majoritairement, utilisée en tout cas majoritairement par l'agriculture, 57%, 26% c'est de l'eau potable pour les collectivités, 12% pour l'énergie et 5% pour l'industrie. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'industrie qui consomme le plus d'eau, c'est l'agriculture. Et ça, c'est des statistiques. Enfin, vous trouvez ça. Vous avez mis à chaque systématiquement les sources. Hein, c'est des statistiques officielles du ministère. Alors, sur cette partie quantitative, je vais vous donner trois exemples qu'on accompagne. Alors, nous, notre pôle frère du côté de Centrale de Loire, là, c'est le projet Jourdain. Donc, ça se passe au Sable d'Olonne. Auparavant, on commence à passer le prélèvement d'eau et l'utilisation d'eau potable sur le Sable d'Olonne. Donc, il y avait ici une retenue, qui s'appelle la retenue du Jeunet, qui est une espèce de barrage. Donc, on prélevait l'eau de ce barrage. On allait simplement traiter l'eau, hein, une usine de potabilisation tout à fait classique. Cette eau était utilisée par les riverains. On avait un traitement de l'eau avant le rejet dans la mer. Hein, donc, c'est ce qu'en font pratiquement toutes les stations balnéaires. Hein, c'est un peu ce qui se passe. Et ce qui a été étudié, ce qui est en cours d'études, actuellement, c'est quelque chose qui va être mis en place, c'est, on va en fait prélever, pour l'instant, l'objectif, c'est de 30%. 30% de l'eau qui s'échappait vers la mer, on va lui faire subir un traitement particulier, notamment vis-à-vis des micropolluants. C'est quelque chose qui apparaît, il faut le traiter. Et cette eau traitée va être renvoyée en amont du Jaunet. On va la faire passer par une zone de transition végétalisée pour affiner, si vous voulez, le traitement. Et donc, on va la réinjecter. Donc, on va recycler cette eau qui était rejetée par la collectivité, plutôt que de l'envoyer dans la mer. On va, par un simple traitement physico-chimique et ensuite biologique, va permettre un réapprovisionnement du Jaunet. Donc, vous voyez, c'est 30% d'eau gagnée. C'est pas inintéressant. Un autre exemple, là, en entreprise, donc c'est Cristal Union, qui est un très gros producteur de sucre et d'alcool à partir de betterave. Et Cristal Union consommait à peu près 10 millions de mètres cubes par an. 10 millions de mètres cubes par an. Ça fait beaucoup de demi aussi. Hein. Et ils ont une idée assez intéressante, c'est de dire, mais c'est un peu bête parce qu'il y a de l'eau dans la betterave. Dans une betterave, il y a 70% d'eau. Pourquoi ne pas utiliser l'eau de la betterave quand on processe? Voilà. Donc là, innovation. Donc on a trouvé, si vous voulez, un procédé qui permet d'extraire l'eau de la betterave, de la réinjecter dans le circuit. Alors, ça ne se fait pas comme ça. C'est 6 ans de R&D. C'est beaucoup d'argent investi, mais avant tout une volonté politique de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous avez une économie de 4 à 5 millions de mètres cubes d'eau par an, uniquement en utilisant cette idée d'utiliser l'eau de la betterave pour le process. Et puis, alors, vous voyez, on va passer de la collectivité à l'industrie maintenant aux particuliers. Quand vous prenez votre douche, alors, soit vous êtes très courageux et vous allez sous la douche quand elle est froide, soit vous avez votre bac de récupération d'eau que vous utilisez en attendant qu'elle soit chaude, soit, ben, comme la plupart d'entre nous, vous allez sous la douche quand elle est chaude. Donc ça, c'est de l'eau chaude, très tiède, qui est perdue. C'est donc un volume d'eau qui est perdu, plus de l'énergie qui est perdue. Parce qu'entre le moment où vous avez de l'eau froide et de l'eau chaude, il y a de l'énergie qui est perdue. Donc là, c'est une start-up vosgienne qui a développé un système très simple d'accélération de l'eau de la conduite. L'eau circule à 90 km/h de la conduite. Et en 2 secondes, votre eau sous la douche est chaude. Voilà. Investissement pas très élevé. Retour sur investissement au bout de 3 ans pour une famille de 4 personnes. Voilà, c'est, vous voyez, des choses assez différentes, mais à chaque fois, l'idée, comment on fait pour réutiliser l'eau, pour économiser l'eau, pour éviter d'en perdre. Voilà l'idée. Alors, deuxième enjeu, la qualité des eaux. Donc, merci pour votre présentation sur ce que vous faites par rapport aux eaux de rivière notamment, hein, ou aux problématiques environnementales. Là, sur la qualité des eaux, on a une vraie problématique par rapport à la santé aussi.
Euh, donc, les déterminants de la santé, c'est quoi? Il y a 4 éléments. 5 minutes? Oui, ça va. Il y a 4 éléments. Vous avez euh, vos comportements par rapport à l'alimentation. Si vous mangez du saucisson, du fromage gras avec beaucoup d'alcool tous les jours, ça va se passer. Donc, par rapport à quelqu'un qui est plutôt végétarien. Vous avez un contexte social, ben, quand vous êtes, quand on bénéficie de l'environnement médical en France par rapport, par exemple, à Madagascar. Et Auguste, c'est très bien la différence qui existe entre les deux pays. Donc, forcément, vous êtes défavorisé quand vous êtes à Madagascar par rapport à la France. Et puis, il y a un aspect génétique, mais aussi l'environnement. Et on estime en France à peu près à 40 000 personnes par an qui meurent à cause des problématiques environnementales, surtout liées à l'air, un peu moins à l'eau, mais surtout liées à l'air. Et puis, on se rend compte, effectivement, de plus en plus, on est soumis à des polluants qu'on n'avait pas identifiés jusqu'à présent, ou alors ils avaient plus ou moins cachés, et notamment les PFAS, hein, les substances qui sont poly ou perfluoroalkylées, qu'on retrouve un peu partout, et qu'on appelle polluants éternels parce qu'il faut un temps infini pour qu'elles puissent être détériorées. Et vous voyez, ces polluants, donc troisième qui est une entreprise qui produit beaucoup de ces polluants, il y a à négocier en fait un procès à 12,5 milliards de dollars. Puis je veux juste citer cette start-up Redberry, qui est une start-up Grand Est, strasbourgeoise, qui, elle, travaille sur la détection rapide de micro-organismes. Et en quelques minutes, vous savez si des micro-organismes toxiques sont présents dans l'eau ou pas. C'est un autre versant de la santé des eaux. Connaissance et partage. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des données pour pouvoir les utiliser au mieux. Je vous donne cet exemple-là, il est assez intéressant. C'est Holositex, c'est une association meusienne qui travaille sur la possibilité d'utiliser des eaux usées. Alors, il a quand même oublié dans son dessin, il y a un traitement quand même physico-chimique entre les eaux usées et cette partie de plantation d'ortie. Donc, l'eau usée, traitée, mais pas complètement traitée, on n'a pas de l'eau pure, si vous voulez, est dirigée vers une plantation d'ortie. Cette ortie va être, ces orties vont pousser, donc elles vont être traitées pour en faire du purin d'ortie. Et une autre vocation d'ortie, c'est la fibre. On parlait tout à l'heure du t-shirt en coton. La fibre d'ortie est excellente. Donc, vous voyez, on peut amener une filière de production de fibres, mais également de purin d'ortie à partir de la récupération des eaux usées. Pourquoi je parle de cet exemple? Parce qu'on a besoin de données. On a besoin de savoir, en fonction de la qualité des eaux usées, quelle va être la croissance des orties, quel va être le degré de pollution des orties. Donc, ça demande tout un tas de données, donc la recherche, la R&D, pour arriver ensuite à déterminer des modèles qui seront ensuite utilisables. Parce que là, on combine une épuration d'eau et en même temps une production agricole. Et donc, c'est assez intéressant. Je termine par aménagement et risque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le passage de la ville entonnoir à la ville éponge. L'urbanisme, encore une fois, a généré depuis plus d'un siècle une ville où l'eau, quand elle tombe, il faut qu'elle s'évacue le plus vite possible de nos villes, et alors qu'on a besoin de retenir le plus possible cette eau. Et donc, comment on passe de cette ville autonome à une ville éponge? C'est ce qu'on appelle la désimperméabilisation des sols, par exemple. Hein, c'est un élément important. Et c'est difficile de vouloir engager ce type de démarche quand une ville est bâtie. Comment on fait pour détruire tout ce qui a été construit pour reconstruire quelque chose qui soit un peu plus en phase pour recherche. Alors là, là aussi, je donne un exemple. C'est tout ce qui est, vous voyez, sur les chaussées drainantes, des choses qui existent. La chaussée, la, la voie cyclable qui traverse, enfin, qui longe la rue Jeanne d'Arc à Nancy. La deuxième partie de cette voie cyclable a été réalisée avec ce type de matériaux, donc c'est perméable, l'eau surface. Puis vous avez ici Absolu Bois, c'est une start-up aussi, c'est une jeune étudiante de l'ENSTIB, l'école du bois, qui a créé sa start-up autour de la création d'un matériau combinant du bois et du béton. Donc un matériau perméable qui répond à ces exigences. Et la conclusion, voilà, c'est quand le puits est sec, que l'eau devient richesse. Alors, c'est pas trop en ce moment, hein, pas mal d'eau qui nous préoccupe, surtout dans la France. Mais pour dire que cette thématique de l'eau, et notamment lorsqu'on travaille un peu sur les aspects d'innovation, va nous permettre peut-être de mieux appréhender les problématiques qu'on va rencontrer dans le futur de plus en plus. N'oublions pas que ce que prévoit le GIEC, c'est que l'année 2022 soit à peu près une année moyenne. Rappelez-vous, l'année 2022, on était
sur des périodes très fortes de sécheresse. Et ce qu'a prouvé également le GIEC, c'est que les automnes, voire les hivers, risquent d'être beaucoup plus pluvieux que la moyenne. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, alors, statistique sur 2 ans, c'est pas terrible, mais vous voyez qu'on arrive à des choses qui sont sans doute assez proches de ce que prévoit le GIEC dans ces analyses. Voilà, je vous remercie. Si. Petite coupelle. Donc, Guillaume Oviel, je voulais savoir, par exemple, sur la situation dans le groupe sucrier, là, j'ai plus son nom, Cristallignon. Est-ce que finalement, le fait de vouloir économiser de l'eau et d'y arriver, ça n'a pas conduit à une augmentation de la consommation d'énergie, je sais pas moi, pour faire de la distillation, du séchage, etc. C'est pas la distillation, c'est du procédé membranaire. Donc, un peu d'électricité, finalement. Ouais. Et, non, Ok. par rapport au gain Ouais. en termes d'eau économisée, c'est D'accord. pas grand-chose. Ok. Merci.